On commence avec un chiffre qui marque entrée. Début 2025, en RDC, 6,9 millions de déplacés internes C'est énorme. Un record tragique. et plus de 5 millions rien que dans l'Est. C'est une crise humanitaire majeure. Et aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu la complexité des conflits là-bas en se basant sur les documents qu'on a pu consulter. Oui, et ce qui est crucial, je crois, c'est de comprendre d'emblée que c'est multifactoriel. On ne peut pas réduire ça à une simple guerre pour les ressources. Même si elle joue un rôle, évidemment. Bien sûr, un rôle indéniable. Mais ce serait passer à côté des dynamiques profondes, historiques, qui déchirent la région depuis des décennies, vraiment. Alors, un mot rapide sur l'histoire, peut-être. Ce passé qui pèse toujours. Ah oui. L'héritage colonial belge, déjà, avec ses frontières tracées un peu arbitrairement. Et puis les instabilités après l'indépendance, les querelles, les sécessions, tout ça a laissé des traces profondes. Et aujourd'hui, les sources parlent d'une intensification de la violence. C'est ça. C'est ça. On observe notamment la montée en puissance de groupes comme le M23. Plusieurs rapports de l'ONU indiquent un soutien du Rwanda. Oui, j'ai lu ça. Et leur progression récente, bon, elle fait mal. La prise de Goma en janvier 2025, et même avant, fin 2024, des sites miniers clés comme Rubaya, ça a provoqué des déplacements massifs, encore. Mais qu'est-ce qui nourrit cette violence? Les documents pointent vers plusieurs facteurs, très liés entre eux. Le premier, ça semble être la faiblesse de l'État congolais. Exactement. L'armée nationale, les FAADC, bon, ils sont nombreux, mais ils peinent à vraiment sécuriser le territoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette difficulté? Il y a l'intégration passée, souvent compliquée, de dizaines d'anciens groupes rebelles dans l'armée. Et puis, il faut le dire, la corruption, que les rapports décrivent comme endémique. Ça sape l'efficacité. Et les sources mentionnent aussi un phénomène assez troublant, les milices supplétives, type Ouazalendo. Oui, ces groupes patriotes, parfois armés avec l'accord de Kinshasa pour combattre les rébellions, mais qui agissent avec beaucoup d'autonomie. J'ai noté une citation d'un acteur de la société civile assez parlante. On ne sait plus qui est soldat, qui est milicien, qui est bandit. Ça résume bien le chaos, non? Tout à fait. Et cette gouvernance défaillante, ça ouvre la porte au deuxième facteur, l'exploitation des ressources naturelles. L'Est du Congo, c'est connu, regorge de minerais essentiels. L'or, le coltan, le cobalt, l'étain, les fameux 3T. Voilà, essentiels pour nos téléphones, nos batteries. L'exploitation artisanale est massive là-bas. Et souvent contrôlé par les groupes armés, j'imagine. Précisément, c'est comme ça qu'ils se financent en partie, par la taxation illégale des mineurs, ils appellent ça effort de guerre, ou parfois l'ala salama, dormez tranquille. C'est d'un cynisme. Absolument, mais aussi par la contrebande, la violence directe, et les analyses montrent que même les systèmes de certification, comme ITSI, qui sont censés garantir des minerais propres, Ils ont du mal à endiguer le trafic. ils peinent, oui. Certains rapports pointent le rôle du Rwanda dans ce commerce illégal des minerais congolais, qui serait ensuite blanchi. C'est intéressant. Une étude suggérait même que si on arrêtait tout commerce de ces minerais de conflit, ça ne suffirait peut-être même pas à arrêter la violence. Souvent liés à la terre, aux questions de nationalité, surtout pour les populations rwandophones qui sont là depuis des générations, et ces tensions sont constamment manipulées. Exacerbé, oui. Voilà. Et le Rwanda voisin est souvent accusé de s'ingérer pour ses propres intérêts économiques, mais aussi sécuritaires, en soutenant des groupes comme le M23, par exemple. Et la rumeur, les discours de haine, ça joue un rôle? Ça attise les flammes, clairement. Amplifié parfois par certains médias ou réseaux sociaux, c'est un cercle vicieux. Et pendant ce temps, l'impact humain est juste dévastateur. On parlait de Goma tout à l'heure. La prise de la ville début 2025. Une illustration tragique, oui. Près de 400 000 nouveaux déplacés, qui sont venus s'ajouter aux 600 000 qui étaient déjà là. C'est inimaginable. Les images des camps, des bâches en plastique à perte de vue. Les conditions sont terribles. Manque d'eau, l'insalubrité, ça favorise le choléra, la rougeole. La malnutrition infantile est aiguë. Et la violence? Une source citée Médecins du Monde. Une femme sur 10 victime de violences sexuelles dans et autour des camps. C'est effroyable. C'est une catastrophe humanitaire qui dure, qui s'installe. Donc, si on résume les enjeux que les documents mettent en lumière, crise humanitaire dramatique, une instabilité qui menace toute la région, l'exploitation de ressources clés pour nous tous dans des conditions souvent inhumaines. Et l'échec, au moins relatif, des initiatives internationales, des réglementations pour endiguer tout ça. Et tout est lié. Gouvernance, ressources, identité, ingérence régionale. Pas de réponse simple. Exactement.
C'est un nœud très complexe, pas une seule clé d'explication, c'est ça qu'il faut retenir. Face à ça, bon, on se sent un peu impuissant. Mais la première étape, c'est peut-être juste de prendre conscience de ces réalités, d'aller au-delà des clichés, s'informer, comprendre. C'est déjà essentiel, oui. Et ça pose une question de fond pour l'avenir qui ressort des analyses. Si on voit que se concentrer uniquement sur la traçabilité des minerais, ça, c'est limite. Comment on peut envisager un changement plus systémique? C'est-à-dire, Un changement qui s'attaque vraiment aux racines, les conflits autour de la terre, les questions d'identité qui sont toujours pas réglées, l'impunité aussi. Il faut de la justice pour les crimes commis. les sources parlaient de procès en itinérance, des choses comme ça. Oui, des initiatives comme ça. Et surtout, une vraie réforme de la gouvernance courageuse pour essayer de restaurer un minimum de confiance entre l'État et les populations. Est-ce que c'est ça, la voie vers une paix durable? La question reste ouverte. N'oubliez pas de Ne soyons liker, pas distraits partager parce et de vous que abonner à Tonzabuzi. Ne quittez pas, la ceux suite qui arrive. voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre peuple. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que... N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à Tonzabuzi. Ne quittez pas, la suite arrive.